Monsieur Camara, s'il vous plaît, on ne va pas trop s'appesantir sur les mêmes questions encore. S'il y a des questions de précision, voilà, on peut bien le faire. Et sachez qu'à tout moment, le tribunal peut intervenir pour arrêter n'importe quel intervenant et lui demander de poser une autre question. Voilà. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de dire, le parquet, nous revenons pour des questions de précision, de consolidation, d'une part, et de l'autre part, apporter des éléments nouveaux. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Procureur. Tout au long de votre interrogatoire ici, Oui. vous avez toujours nié votre participation en pleine connaissance de cause à la commission des faits Oui. commis au stade du 28 septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique, au lendemain des événements du 28 septembre, Oui. votre réaction selon laquelle vous cherchez à justifier les motifs, notamment que les morts intervenus au stade résultent non seulement des bousculades, Oui. mais également de l'asphyxie des manifestants. Selon vous, si vous ne connaissez pas ou vous n'êtes nullement lié à ces faits, Oui. quelle raison aviez-vous pour sortir et parler des motifs des morts, les causes des morts? Avez-vous eu, en ce moment précis, des certificats médicaux, des rapports quelconques vous permettant de tenir cette déclaration? C'est ma question. Merci, Monsieur le Procureur. Par rapport à cette question, vous vous souviendrez que, effectivement, dès après les événements, comme vous le dites, parce que j'ai eu des informations soucieux et choqué par rapport à l'événement, les informations qui m'ont été remontées, parce que dès que les événements se sont passés, alors le ministre de la Santé m'avait déjà donné des explications liées à cet état de fait. Et cela aussi, contrairement par rapport même à la manifestation, comment les choses sont passées, c'est ce qui a fait que j'ai parlé même de l'asphyxie. Et si vous remarquez très bien d'ailleurs la vidéo, j'étais entouré de quelques membres du gouvernement à l'époque, que je n'ai plus bonne souvenance. Je suis resté même à parler et dans leur compte rendu, on me parlait de l'asphyxie, des bousculades. C'est ce qui m'a permis effectivement de m'exprimer. Et cela était dû à un choc. Le choc, avec également la réaction, c'est tout à fait une réaction naturelle. Lorsque vous perdez des personnes, même si c'est une seule personne, à plus forte raison, plus de 30 à 40 personnes, plus que ça, j'estime que vous ne pouvez pas vous exprimer devant
votre population dans un ton aussi calme, comme si rien ne s'était passé chez le procureur. Alors, c'est dû aux explications que j'ai reçues ce jour, le nombre de morts. Je leur ai demandé comment ça s'est passé, que d'autres étaient faites par suite de bousculade, ainsi de suite. Donc, c'était dans le souci de tromper le peuple? Non, pas que tromper le peuple. Et c'est des faits qui m'ont été rapportés. C'était dans le souci de retracer les événements. Alors, au moment précis, à date, Oui. les pièces fournies au dossier de la procédure, est-ce que vous confirmez ces déclarations? Les morts intervenus au stade, est-ce que c'est par bousculade ou bien c'est par balle réelle? Dans les explications, puisqu'ils m'ont donné des explications comme quoi il y avait des bousculades et puis d'autres sautaient, escaladaient le mur, les murs du mur, c'est ce qui m'a permis de donner cette explication. Mais dire que exactement ce sont le nombre que j'ai donné, je n'ai fait que décrire la situation, comment on m'a expliqué. Alors, je reviens encore sur votre intervention. Oui. Au lendemain des événements du 28 septembre. Oui. Vous étiez au moment des faits la première autorité de l'État. Oui. Investie des pouvoirs exorbitants. Au lendemain des événements du 28 septembre, puisque nous sommes en matière pénale, Oui. il faudrait apporter tout. Quand on dit qu'il ne faut pas parler des réseaux sociaux, il ne faut pas parler des médias, nous, ça nous intéresse, ministère public. Vous avez eu à tenir des déclarations après votre entretien au Rocher, au volant de votre véhicule, Oui. accompagné par votre secrétaire et conseiller personnel, shérif, où vous avez dit, selon vos déclarations, que moi j'estime que c'était des déclarations de nature à banaliser ce qui a été commis au 28 septembre. Vous avez déclaré que vous avez un destin phénoménal. Vous étiez là à parler de vous, à vous flatter, à vous jeter des fleurs. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que ce comportement n'est pas de nature à banaliser ce qui a été commis au stade du 28 septembre? Première question par rapport à ça. Laissez-le répondre d'abord. Posez les questions une par une. Alors, est-ce que ces déclarations n'étaient pas de nature à banaliser les crimes commis au stade du 28 septembre? Non, ce n'était pas dans mon intention. Peut-être que j'avais dû aussi penser autrement, mais telle n'était pas mon intention. Telle n'était pas mon intention. Monsieur Camara, Oui. nous voyons dans les autres pays, même chez nous, les simples faits juridiques. Prenons par exemple un accident de circulation. Des morts, 24 morts, même 10 morts. Oui. Les gouvernements décrètent des journées de deuil national. Selon vous, en lieu et place de ces déclarations ce jour, dans lesquelles vous étiez en train de vous magnifier, avez-vous pensé à ces victimes, à décréter des journées de deuil au lieu de tenir ces déclarations? Non, pour moi, j'étais préoccupé par rapport à ces cas de mort. Et il fallait immédiatement s'occuper de certaines situations. Et il y avait le cas des leaders qui étaient blessés. Et donc,
Si vous parlez de deuil, que je devrais décréter deuil, j'estime que ce n'était pas dans le but de banaliser ce qui s'est passé, parce que je voyais d'ailleurs la charge morale qui pesait sur ma personne. Donc, nullement. Ce que vous dites, Oui. vous avez la charge morale, Oui. n'ont pas été traduits dans les actes, à mon avis. Bon. Le simple fait de décréter, par exemple, une journée de l'Unité nationale est une preuve, peut-être une preuve pour dire que ça vous fait mal. Mais si vous banalisez, ça veut dire que vous connaissez quelque chose dedans. Je poursuis. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes là, devant ce tribunal criminel, vous confirmez qu'il y a effectivement des disparus. Au moment où nous sommes en train de parler de cette affaire, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Les corps n'ont pas été retrouvés. On ne sait pas où ils sont jusqu'à date. Vous confirmez ça devant ce tribunal? Je ne peux pas confirmer du moment que j'ai eu les mêmes informations que vous. J'ai eu les mêmes informations. Et ces informations, je ne peux pas dire d'emblée, infirmer ou affirmer. C'est des informations que j'ai reçues à date. C'est les mêmes informations à votre niveau que j'ai. Donc c'est dans ces débats vous avez appris, ou bien du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, vous n'avez pas appris? Non, pas. Dans cet intervalle de temps qu'il y a eu des disparus, les parents ne sont pas rentrés en position... Pas dans ce débat. Pas dans ce débat. Les informations circulaient. Et bien avant même la tenue de ce procès, les mêmes informations comme quoi il y a eu des disparus, ça existait, ça persistait, et on en parlait à date. Alors, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour... Puisqu'on nous exhibe ici des actes, des mesures, des actes qui attestent que vous avez pris des dispositions après les événements du 28 septembre en constituant des commissions nationales d'enquête internationales. Alors, dans ce cas d'espèce, quelles mesures avez-vous pris permettant aux parents de ces victimes de connaître où sont partis ces corps? Quelles mesures avez-vous prises? La mesure, ça c'était depuis hier que j'avais institué une commission d'enquête par le biais du ministre des Gardes des Sceaux, en passant par le procureur. Et cette commission était en train de faire son travail jusqu'au moment où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. J'ai quitté le pays, donc je n'ai plus suivi le reste, le travail, le résultat des travaux que la commission avait entamés. Monsieur Kamara, oui. Vous savez que la gestion du corps, leur transport, même ceux qui ont été restitués aux parents à la mosquée Faisal, ont été transportés par les véhicules des militaires. Ça veut dire que les militaires avaient la main dans la gestion des corps. Oui. Avez-vous pris des dispositions auprès de ces militaires pour savoir où sont partis ces corps du 28 septembre au 3 décembre? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le compte rendu qui m'a été fait, ce compte rendu, comme je l'ai dit,
Au nombre de 57, le ministre de la Santé l'a dit clairement devant cette barre, et cette commission avait pour mission, pour tâche, d'organiser, de préparer la distribution des corps au niveau des parents éplorés, des familles éplorées. Donc une commission était là. S'il n'y avait pas une commission pour la restitution des corps, on aurait dit que je n'ai pas pu prendre des dispositions, mais j'ai pris des dispositions. Monsieur Camara. Oui, s'il vous plaît, je peux dire, monsieur le procureur, monsieur le substitut. Procureur, ministère public. Ok, ministère public, merci. Moi, je voudrais également savoir, il y a une question qui revient toujours. Quand on vous demande de certaines choses, même ceux qui ont été commis dans l'enceinte du camp Alpha Yallo, les tortures, les séquestrations, au camp Kundara, des tortures, des séquestrations faites dans ces différents camps. Vous avez toujours dit que vous ne connaissez pas. Oui. Au motif que vous avez fait délégation de pouvoir. C'est quoi la délégation de pouvoir selon vous? Quelles sont les conséquences de la délégation de pouvoir? La délégation de pouvoir, comme il l'indique bien, c'est lorsque le président ordonne à un de ses ministres, le rôle que le ministre devrait jouer en matière de santé, je prends en matière de santé, le président lui délègue ce pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous déléguez une partie de vos pouvoirs à un ministre. Tout comme tout gouvernement. Tout gouvernement. Voilà. Ce qui voudrait dire par ricochet que la délégation, je voudrais rappeler ici, que la délégation n'a jamais été, il n'y a pas une délégation pénale, mais une délégation est un acte administratif, c'est purement administratif. Ça veut dire qu'il y a le supérieur qui donne des instructions et au retour, le subordonné remonte l'instruction à l'hiérarchie. C'est ça la délégation de pouvoir. Selon vous, ce pouvoir de délégation que la loi vous a conféré, vous permettez de donner des instructions? Mais c'est ce que je dis, monsieur le procureur. Comprenez par délégation de pouvoir, quand vous constituez un gouvernement, vous n'allez pas être vous-même ministre de la Santé, ministre de la Justice. Si vous choisissez un ministre de la Justice et qu'il soit de surcroît spécialiste, vous lui conférez un certain pouvoir que vous-même vous ne pouvez pas l'exercer, que vous-même, puisque vous ne pouvez pas l'exercer, mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez toute la latitude de désigner le ministre en ce moment-là. Dans l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de la population, il vous rend compte. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais il vous rend compte. Laissez-le finir. Il vous rend compte, et c'est ce que le ministre de la Santé a eu à faire. Il m'a rendu compte, et j'ai pris tout de suite des dispositions. J'ai créé une commission. Cette commission avait pour rôle d'exécuter tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui devrais m'occuper de la distribution de corps, ce n'est pas moi qui devrais faire l'entretien de ceux qui sont morts au niveau de la mort, ou tout au moins de l'autopsie. D'autres questions? Ce qu'on peut retenir, oui. On peut retenir que la délégation de pouvoir ne veut pas dire absence de coordination ou absence de compte rendu.
vous avez le droit de donner des instructions et ces instructions doivent être remontées par un compte rendu. On est d'accord? Tous les ministres doivent vous rendre compte. C'est ça. Alors, dans ces faits, chaque fois vous dites « je ne connais rien ». Je ne connais rien. Par rapport? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des corps, vous ne connaissez pas. Non, mais, par rapport aux différentes autopsies, vous ne connaissez pas. Par rapport aux attributions du ministre de la Justice, vous ne connaissez pas. Pendant que vous avez délégué le pouvoir et on vous rend compte. Vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne savez pas tout ce qui s'est passé? Non, mais monsieur le procureur, j'ai été le premier à vous dire, ici, devant cette barre, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire. J'ai largement expliqué et je vous ai même dit, j'ai dit devant cette barre que c'est moi-même qui aurais appelé le ministre de la Santé. J'ai dit de bien prendre soin du traitement des corps au niveau de la morgue. Alors j'estime que je n'ai pas dit dans le cadre des dispositions, dans le cadre de la santé, que je ne connais pas, encore mieux par rapport à la justice que vous parlez. Hier, j'ai fait état de l'ordonnance, monsieur le procureur. J'ai fait la lecture, le président m'a donné la latitude de faire la lecture. J'ai fait cette lecture où le président de cette commission était bel et bien un spécialiste, un procureur. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la justice? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la santé? Mais pour tout ce qui concerne la gendarmerie, maintien d'ordre, vous avez dit devant ce tribunal ici, l'état-major de l'armée et l'état-major général de l'armée, vous avez dit beaucoup de choses suite aux différentes questions ici des partis. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, que c'était le pouvoir discrétionnaire du chef d'état-major, que vous n'êtes pas informé. C'était par rapport, monsieur le président, c'était par rapport à cette réunion qui s'est tenue. La question m'a été posée. À quel moment, à quel instant cette réunion a été tenue? J'ai été clair. J'ai lu le chef d'état-major général des armées. Il a toute la latitude de donner l'heure à ces chefs d'état-major particuliers. À cela s'ajoute le chef d'état-major de la gendarmerie qui ont tenu leur réunion. Ils n'avaient pas besoin de me dire l'heure à laquelle ils doivent tenir leur réunion. Donc si vous dites que je n'ai pas parlé de la gendarmerie, non. Et je crois que le chef d'état-major de la gendarmerie lui-même dans son PV, il a été convoqué par le chef d'état-major de la gendarmerie, du chef d'état-major général des armées. Et je ne crois pas si à un seul instant, contrairement à ce que vous dites, monsieur le procureur, que j'ai dit que je ne connais pas, ce sont des cas de corps disparus, comme vous le dites, que je disais que je n'ai pas les informations. Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur? Pendant que vous avez la délégation du pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devrez avoir des preuves suffisantes pour dire que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue
le même pouvoir au procureur et au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir, parce que, à ce niveau, pourquoi délégation de pouvoir? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle, ou tout au moins, si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, des procureurs, je ne sais quoi, alors le président a l'autorité de demander au ministre de la Justice, ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison, d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions. Ils ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses. Donc, c'est comme ça que je comprends par délégation de pouvoir. Parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. Il faut que le président, qui est le garant de la nation, lui délègue les lois de la République. Merci. Revenons-en au cas Kaléa. Oui. Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konaté qui a recruté, qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kaléa. Vous confirmez cette déclaration? Tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kaléa avec Sekouba Konaté? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je fus informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les 4 régions naturelles. C'est ce qui est le plus important, mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement, tous les régimes qui ont passé, c'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, monsieur le procureur. Alors, ma question est de savoir, sur ce point, si c'est Sekouba qui a recruté, tous les éléments qui étaient à Kaléa étaient les hommes de Sekouba Konaté, pourquoi au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga, Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version. Au temps de chef d'état-major général Nour Thiam, il est allé libérer, chercher tous les recrues de tous ceux qui étaient à Kaléa. Si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher? Oui, mais monsieur le procureur, à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les 4 régions. Et comment le recrutement s'est passé? S'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens, s'il doute d'un certain nombre de groupes, que je me permets très bien de le dire, parce qu'on a toujours l'esprit, et comme il y a le communautarisme, il y a cet esprit aussi qui anime les gens. Par rapport à votre question, et je peux lui dire ça, je peux dire ça, et même si le jour où il sera là, je serai à mesure de le dire, s'il a libéré des éléments, c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens? S'il a libéré des gens, ça suppose qu'il doutait peut-être que un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir. Monsieur le procureur, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pourquoi certaines recrues, tous des Guinéens,
Pourquoi ils ont eu leur matricule engagée. Monsieur le Président a parlé ici de faire très attention qu'on ne parle pas de communauté ici. C'est extrêmement important. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Procureur, je respecte effectivement ce que le Président a eu à dire, mais si vous voulez venir sur ce temps, je dirais en ce moment que s'il a fait, c'est purement communautaire. Ma dernière question, Oui. Monsieur Camara. L'organisation militaire, la hiérarchie militaire. Oui. Nous avons suivi avec intérêt la lecture de la structure de l'organisation militaire par votre défense. Oui. Et elle est allée même dire que le chef d'état-major général de l'armée est votre adjoint. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes le chef, Non, peut-être. le chef militaire, si le chef d'état-major général est votre adjoint. Bon, peut-être. Oui ou non, vous êtes le chef, le premier chef. Vous avez fini, je peux parler, Monsieur le Procureur? Oui. Peut-être, certainement, il a mal expliqué cette partie, mais ce que je cherche, il a voulu parler d'Abdoulaye Keïta, qui était le chef d'état-major adjoint. Il a parlé de la structure, il a parlé du chef d'état-major, général des armées, il a parlé de son adjoint. Alors, moi, je ne peux pas être chef d'état-major, général des armées adjoint, ni chef d'état-major particulier de l'air, de terre, mer, air. Peut-être dans la communication, certainement, cela, le langage peut lui être, s'il a dit. Alors on peut retenir que sur le plan organisation militaire, vous êtes le premier chef. Vous pouvez confirmer ça devant ce tribunal. Mais commandant en chef des forces armées. Je peux encore vous détailler pour rafraîchir votre mémoire. Commandant en chef des forces armées, président de la République. Commandant en chef des forces armées, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, il est le chef suprême des armées, parce que c'est lui qui nomme tous les militaires, tous les gradés, qui les emploie à des postes bien déterminés. Il peut revoquer un chef d'état-major général des armées, il peut élever qui il veut, comme au point de vue grade, au point de vue aussi commandement. Chef suprême des armées, il décide si la nation est en crise. Il est accompagné du ministre de la Défense et de certains généraux en la matière. Si l'État est dans une certaine crise, il faudrait que le chef d'État, chef suprême des armées, donne son aval. Ce n'est pas là le ministre de la Défense qui donne l'aval. C'est pourquoi on dit chef suprême des armées. Moi, ma curiosité est de savoir si vous confirmez qu'en votre qualité de président de la République, vous étiez le chef, le premier chef sur le plan organisation militaire. Vous confirmez cela devant ce tribunal, contrairement à ce qui a été révélé ici à la barre ce matin. Que le premier? Oui, le premier chef. C'est ce que je suis en train de vous détailler. C'est ce que je suis en train de vous détailler, Monsieur le Président. Vous dites quel rapport il y avait entre vous et Feu Bégré, qui était au camp Koundara ici, désormais appelé camp Makambo?
quel rapport vous entreteniez auparavant? Begré était le commandant du Koundara. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Begré était celui qui commandait le camp Koundara, appelé Makambo actuellement. Bien. Et le commandant Abakar Sidiki Diakité Ditumba. Toumba était aide du camp du président de la République. Et quel rôle jouait le sieur Claude Pivy dit Coplan? Il était À l'époque. le ministre de la Sécurité présidentielle. Alors, est-ce que vous, Claude Pivy, Begré, Toumba et Moussa Keguro Kamara, vous n'étiez tous pas de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara? Non. Qui était de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara, chef de l'État à l'époque? Qui était de sa garde rapprochée? Que vous pouvez citer ici. C'est le régiment qui était sa garde rapprochée. Le régiment, d'accord, mais les personnes qui constituaient ce régiment? Je n'ai pas de réponse pour cela, monsieur le président. Bien. Vous dites que la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara à l'époque n'était placée que sous le commandement direct du capitaine Moussa Dadis Kamara. Vous maintenez cette affirmation? Oui. Bien. Mais voilà que malheureusement, très malheureusement, c'est cette même garde rapprochée qui en vérité était constituée de Marcel Guilavogui, de Claude Pivy, d'Abakar Sidiki, Diakité Ditumba. C'est malheureusement, très malheureusement, cette garde rapprochée qui était au stade ce lundi noir dit 29 septembre 2009. Très malheureusement. 28 septembre 2009. Et à ce stade, il y a eu des blessés. Une question, monsieur le procureur, ça aboutit à une question. Monsieur le Président, ça aboutit à une question. Et je crois que j'ai la parole et n'appartient qu'au Président. Et seulement, permettez, monsieur. S'il vous plaît, comme je le disais à Il l'entame. n'appartient qu'au Président de rappeler à l'ordre le parquet ou toute autre partie à cette affaire, pas à un avocat. Je vous ai dit, chacun peut s'égarer à un moment donné. Faisons valoir notre patriotisme parce que nous sommes vus aussi bien en Guinée qu'ailleurs. Monsieur le procureur, s'il Voilà. vous plaît. Je suis d'accord, monsieur le Je Président. l'ai dit à l'entame. Donc, ne soyez pas étonnés que j'intervienne à tout moment pour interrompre tous ceux qui sont en train de commenter les questions. Merci, monsieur le Voilà, Président. c'est pourquoi je vous demande de poser des questions. Je n'en disconviens pas. Je parle de la réaction. Pas la parole, vous n'avez pas à me Voilà. remercier, maître, s'il vous plaît. Surtout. Voilà. Surtout, ça aboutit à une question pour répondre à votre curiosité, monsieur le Président. Bien. Je disais que, très malheureusement, cette garde que vous dites être placée directement sous le commandement du capitaine Moussa Dadis Kamara. Très malheureusement, c'est cette garde qui s'est retrouvée au stade ce lundi. Alors, selon vous, nous devons pointer d'un doigt accusateur d'être le commanditaire de ces crimes horribles, crapuleux,
de ces actes cruels, barbares, inhumains et dégradants? Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? D'être à l'origine de l'envoi de la garde rapprochée à laquelle vous appartenez et dont vous n'êtes pas le moindre à ce stade. Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? Voilà qui est simple à mon sens. Répondez à la question, M. Marcel Guillavogui. Reprenez la question. Vous appartenez à la garde rapprochée. Merci, Monsieur le Président. Vous appartenez à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est cette même garde qui, malheureusement, s'est retrouvée au stade du 28 septembre. Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? Mais c'est cette garde rapprochée à laquelle vous appartenez qui était au stade. Et des témoignages dignes de foi ont révélé que vous étiez bel et bien au stade du 28 septembre. Il y a un qui l'a dit, Moussa Keguru, il l'a dit ici, dans les procès-verbaux d'interrogatoire d'Abakar Toumba, d'audition de Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie, de M. Mamadou Selouda Diallo et de M. Sidia Touré. Tous s'accordent à dire que vous étiez bel et bien présent au stade du 26 septembre, vous étiez bel et bien présent à la clinique Ambroise Paré, où vous avez même menacé de faire exploser votre grenade si on ne sortait pas les détenus, les blessés qui étaient alités. Donc, sur la question, moi, il n'y a aucune confusion dans ma tête. Mon problème, c'est de savoir, puisque la garde rapprochée là est directement dirigée par la personne dont elle assure la sécurité, cette même garde s'est retrouvée au stade. Qui devons-nous prendre pour auteur de l'envoi de cette garde au stade du 28 septembre? Allumez votre micro. Allumez-le. Monsieur Marcel, capitaine Marcel Guillavogui, vous déclarez ici l'autre fois, à l'occasion de la toute dernière audience, à la question de savoir qu'est-ce que vous avez appris, votre formation, en réponse, vous disiez que vous n'avez appris qu'à conduire le char de combat, mais que vous avez été détaché pour être affecté à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais pourquoi vous portez le béret rouge? Parce que ceux qui conduisent les chars, nous connaissons la couleur de leur béret. Pourquoi à l'époque vous portiez le béret rouge, mon capitaine? Merci, monsieur le procureur. C'est un consigne particulier à la présidence pour se rendre en uniforme, pour ne pas que un corps étranger soit visible. Vous avez la même formation que les bérets rouges? Nous n'avons pas la même formation. Alors, lorsque vous étiez au stade du 28 septembre, mon capitaine, vous étiez en béret rouge ou en béret noir? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Pour nous, il n'y a pas de doute sur la question. Acceptez d'avouer. Il faut avouer, hein? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Est-ce que c'était en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau ou au stade du 28 septembre? Votre baptême de feu. C'est votre première participation à en croire à un militaire qui a pris tout son temps pour m'expliquer. C'est votre participation à une guerre pour la première fois. Est-ce c'est au Libéria, comme certains? Est-ce c'est en Sierra Leone, c'est en Angola, en Israël, en Guinée-Bissau, ou bien c'est au stade du 28 septembre?
Parce que tous ceux qui n'ont pas pu aller faire leur baptême de feu se sont retrouvés au stade. C'était l'occasion pour eux de prendre part à une guerre. C'était presque une guerre. Quelle est la question? La question, quelle est l'année à laquelle il a fait son baptême de feu? Tous les militaires savent ce que ça veut dire. Monsieur Marcel, vous avez compris la question là. En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Et où? Et où? Vous n'avez jamais participé à une guerre une fois? Je n'ai jamais assisté à une guerre. Bien. Le 28 septembre 2009, puisque vous étiez armé d'un PMAK, d'un Colt 45, vous avez parfois tiré en l'air et parfois sur la foule. Vous le faisiez pour le plaisir de tirer ou pour le plaisir de rôder vos deux armes qui sont longtemps restées silencieuses. Est-ce que vous tirez parce que ça vous fait plaisir de tirer, ou bien vous tirez parce que c'était l'occasion pour vous de rôder votre arme? Je n'ai jamais tiré au PMAK. Je n'ai jamais été au stade. Et le pistolet, vous en avez fait usage? Non. Vous détenez toujours une hache, mon capitaine. Une hache et un sabre. Vous n'en avez pas fait usage au stade du 28? Je ne suis pas un chercheur pour prendre une hache. On en a vu. Et je ne suis pas le seul témoin en 2009, 2010. Il y a des militaires qui avaient des haches, des sabres, y compris vous-même. Moi, je ne porte jamais une hache. Bien. De vous ou de Bégré, qui était le premier à arriver au stade? Parce qu'il y a un de vous qui a reproché à l'autre d'être venu en retard. De qui, de vous ou de Bégré, qui de vous est venu en retard au stade? Le lundi 28 septembre 2009. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été au stade. Bien. Vous disiez également que le 27 septembre 2009, vous avez passé 4 heures à la clinique Ambroise Paré, sans pour autant produire un document qui atteste effectivement que vous étiez à la clinique Ambroise Paré. Quand on sait bien que quand vous êtes tombé malade à la maison centrale de Conakry, le document qu'on vous a délivré à l'hôpital d'Onka nous est parvenu. Pourquoi cette incohérence? Lorsque je fus arrêté, les ordonnances qui étaient avec moi ont été déposées au niveau de la justice, à travers mon avocat. Mais pourquoi ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la procédure? Je ne sais pas, je suis un détenu. Nous sommes curieux. C'est vrai qu'aucun de nous ici présents, à ce que je sache, n'est titulaire, ne serait-ce qu'il d'une licence 1 en médecine.
Mais c'est curieux. Monsieur Marcel, vous dites que ce jour, votre langue était complètement coupée. Vous maintenez cette affirmation? Ma langue était coupée, j'étais très mal été. La langue était coupée? Oui. Hein? Oui. Et elle a été recousue après? Affirmatif. Mais je ne comprends plus. Expliquez-moi comment est-ce possible qu'on fasse un accident. La langue se coupe, mais les dents restent intactes. Je ne suis pas médecin, mais expliquez-moi, je veux comprendre par quelle alchimie, par quelle magie. À l'occasion d'un accident, la dent ou les dents qui sont protégées par la langue qui est protégée par les dents se coupe, mais les dents restent intactes. Expliquez-nous cela. Ça, c'est Dieu qui peut nous détecter cela. Un avion peut tomber, tout le monde meurt, mais un bébé sort vivant. Moi, je parle de la langue et des dents. Je ne sais pas. Je vais simplement dire, monsieur Marcel, que le même jour, vous avez demandé à votre épouse, pendant que le médecin vous a demandé de ne pas parler, vous avez demandé à votre épouse de transporter à votre domicile privé. Je ne parle pas de votre domicile professionnel qui était au camp, comme vous l'avez expliqué longuement la fois dernière. En dépit de votre handicap au niveau de la langue, vous avez eu, et des consignes données par le médecin, vous avez eu la possibilité de demander à votre épouse de transporter le document médical attestant de l'accident que vous avez subi ce même jour à votre domicile privé. Expliquez-moi comment est-ce possible. Je n'ai pas compris la question. Je vais dire, le médecin qui vous a reçu, après avoir recousu votre langue, vous a demandé de vous abstenir de parler. Mais à la maison, quand vous êtes arrivé, vous avez demandé à votre épouse de prendre le cahier contenant ce document médical. Vous ne trouvez pas ces deux déclarations contradictoires? Oui, mais quand on dit à quelqu'un de ne pas parler, c'est de ne pas abuser à la parole. Je ne parlais pas d'une façon, même quand elle a compris vite, elle a agi ainsi. J'ai pas compris. Voilà. Oui. Je dis parler ne veut pas dire ici ne pas faire, c'est pas de pas s'agiter, il ne faut pas faire des grands mouvements et de rester calme pour que le sang puisse circuler. Quand elle est venue, elle a vu mon état, elle a commencé à pleurer, elle a vu les ordonnances là. Moi, je ne me suis même pas concentré sur ça. Je dis, je vais envoyer ça à la maison, je dis, il faut envoyer. Je n'ai pas pu prendre la bouillie, elle mettait la bouillie, j'ai dit attends, jusqu'à ce que ça se... Vous en personne, puisque vous appartenez à la garde rapprochée du président, d'alors, en dehors du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que votre chef direct, qui était Abouakar Sidiki, Diakité Ditomba, était informé de cet accident? Oui. Il était informé de l'accident? Oui. Le 27. Pas le 27. Je n'ai pas dit 27. Je n'ai jamais dit ici que j'ai fait l'accident le 27. Vous avez dit qu'à la veille de la manifestation, vous avez fait un accident. À Kipé? Oui, mais pas le 27. C'était quand alors? Je ne me souviens pas maintenant. On est en train même de fouiller la maison si on peut trouver les documents pour ça, mais je n'ai pas dit le 27. Ne faites pas de soucis. Nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens. Alors, vous avez fait l'accident après les événements du 28 septembre ou avant les événements du 28 septembre?
C'est avant. C'est avant. Oui. Une semaine, 2 mois avant ou une semaine, 2 mois ou 1 ou 2 jours avant? Si je me mets en mémoire, ça n'a pas fait une semaine, je ne pense pas. Ça n'a pas fait une semaine. Le capitaine Moussa Dadis Camara en était informé? Bon, nous avons décidé de ne pas le dire. Pourquoi? Compte tenu de notre lien, j'ai dit il ne faut pas l'informer que j'ai fait un accident pour ne pas qu'il soit agité. Pour ne pas, je ne vous comprends pas. Faites un peu d'effort, s'il vous plaît. C'est comme ça, j'ai décidé de ne pas que vous disiez. J'ai dit de ne pas dire au président. C'est Toumba qui était au courant. C'est le commandant Bakassidi qui te dit Toumba qui était au courant. Oui. Pourquoi pas le capitaine Moussa Dadis Camara? Rien. Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges? Vous dites? Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges face à cette question? Je ne me souviens pas. Vous disiez que vous n'avez pas voulu que le capitaine Moussa Dadis Camara en soit informé parce qu'il tenait trop à vous. Pourquoi? Ah, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Ah, vous reconnaissez que c'est votre oncle? Bien sûr. Bien. Alors, au stade de 28, le 28 septembre 2009, vous étiez au départ au camp Alpha Yaya ou au camp Koundara? Vous dites? Le 28 septembre 2009, avant d'aller au stade, vous avez bougé avec Toumba du camp Alpha Yaya ou bien c'est à partir du camp Koundara vous avez bougé pour le stade? Vous connaissez le capitaine Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas. Peut-être quand je le vois, mais Sori Kondé, non. Il sera là, parce qu'il est cité comme témoin. Mais le même Sori Kondé affirme que vous étiez bel et bien aussi au stade de 28. Aussi bien au stade de 28 qu'à la clinique Ambroise Paris. Voyez combien de fois les déclarations concordent? Mais vous préférez, M. Marcel, dire que vous n'êtes au courant de rien. Finalement, au courant de quoi vous êtes dans cette affaire? Vous êtes au courant de quoi? Je ne suis au courant de rien. Je ne connais rien dans cette affaire du 28 septembre. Je vous remercie, M. le Président. Je répète, sous réserve des curiosités qui naîtront à la suite des questions qui vont certainement être posées par mes aînés ici présents.